Et sans plus tarder, concernant nos deux conférences, notre première sera présentée par la docteure Marie Hudson, qui aura un bloc de 30 minutes pour nous faire sa présentation. La docteure Marie Hudson est rhumatologue, épidémiologiste et professeure adjointe au département de médecine de l'Université McGill. Elle est médecin-chercheur et membre du Centre d'épidémiologie clinique et de recherche en santé publique de l'Hôpital général juif à Montréal. Et elle est associée au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et est subventionnée à titre de nouvelle chercheuse par les instituts de recherche en santé du Canada. Il y a bien plus que ça à son CV, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de passer à travers le tout. Et on aura aussi un deuxième témoignage de Mme Geneviève Guillot, patiente qui vit avec la sclérodermie. Elle vous partagera là, son témoignage. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à la docteure Marie Hudson pour sa présentation de 30 minutes. Madame Hudson, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup, Xavier. Je vais... Pardon, votre micro est désactivé. On vous entendait au début, puis... Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Parfait. Merci, Xavier. Je vais commencer par partager ma présentation. Je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas. Sinon, je serais en mesure de la faire. Non, je l'ai. OK, parfait. OK. Vous voyez ça? OK, parfait. OK, oui, attends un petit peu. Voilà, OK, très bien. Alors, bonjour, merci beaucoup de cette belle invitation. Je souhaite un beau bonjour à tout le monde. J'ai reconnu beaucoup de noms au fur et à mesure que les gens entraient dans la conférence. Bonjour à tous ceux et celles que je connais déjà et à ceux que je ne connais pas encore. Aujourd'hui, ma tâche, on m'a demandé de parler de la prise en charge de la sclérodermie. Déjà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur l'approche thérapeutique. Je ne suis pas sûre que c'est tout à fait le thème de la conférence aujourd'hui, mais je vais passer à travers ma présentation. Ma présentation n'est pas si longue que ça. Puis, on pourra, au moment des questions, là, ouvrir les questions peut-être à d'autres sujets aussi. Alors, c'est ça. Donc, je commence ici avec ce magnifique graphique de Sclérodermie Québec qui essaie de mettre en image c'est quoi la sclérodermie, qui, comme vous voyez, puis comme je pense que cette image le communique très, très bien, la sclérodermie, c'est compliqué. Puis la sclérodermie, c'est variable. Puis je pense que chaque patient que je vois va être différent des autres parce qu'il y a tellement de manifestations et il y a tellement de combinaisons de ces différentes manifestations-là qui sont possibles. Alors, quand on parle de prise en charge, il n'y a pas une prise en charge commune à la sclérodermie. Ça va être vraiment des prises en charge qui vont souvent être personnalisées selon les atteintes de la personne. Ce que le graphique illustre quand même très bien, si on regarde du côté droit ici, c'est que les atteintes, il y a certaines atteintes qui sont superficielles, donc l'atteinte cutanée, les ulcères, la calcinose, etc. Pour ces atteintes, ce que j'appelle superficielles, puis par là, je ne veux pas dire que c'est pas lourd de conséquences, c'est des atteintes qui sont sérieuses, mais superficielles, c'est dans la mesure où je peux les voir, je peux mettre mes mains dessus, je peux les évaluer. Alors, l'approche, la prise en charge va être vraiment une prise en charge clinique. Ça va beaucoup dépendre de l'examen physique, on va en parler. Quand on regarde du côté gauche ici du graphique, on parle par contre ici d'atteinte des organes internes, des viscères. Et pour ça, je ne suis pas capable de mettre facilement ma main sur le poumon ou sur le cœur ou sur les reins. Donc, c'est vraiment par rapport aux atteintes viscérales ou aux atteintes des organes intérieurs que la prise en charge va nécessiter des investigations, des tests, etc., pour essayer de comprendre l'étendue de la maladie chez chaque patient. Alors, on va parler autant de l'atteinte, comme j'appelle, superficielle et de l'atteinte viscérale au cours de cette présentation. Donc, la première chose, évidemment, la chose la plus superficielle qu'on a sur notre corps, c'est évidemment la peau. Puis la peau, il y a des tests qu'on peut faire pour la peau, mais c'est des tests qui sont utilisés vraiment plus pour des fins de recherche.
Quand on voit un patient en clinique, la prise en charge par rapport à l'atteinte cutanée, ça va être vraiment une évaluation clinique. Puis ce que je fais, c'est que j'examine de très près la peau de mes patients. Puis, plusieurs d'entre vous qui sont atteints de sclérodermie vont être familiers avec le fait que le médecin va passer ses doigts puis va palper la peau un peu partout dans le corps. En fait, on va aller palper la peau à 17 endroits différents dans le corps et on va essayer de se faire une idée de l'épaisseur de la peau. Alors ici, ce que vous voyez sur la photo tout à fait à gauche, c'est une main normale, une peau normale qui a une belle élasticité, qu'on est capable de pincer et de soulever dans les airs. Tandis que quand on voit quelqu'un avec une sclérodermie où il y a un épaississement de la peau, quand on essaie de pincer cette peau-là, on n'est pas capable de la prendre entre nos doigts et on est encore moins capable de la lever dans les airs comme ça. Alors, le score va aller entre 0, ça serait 0, c'est une peau normale, et 3, c'est une peau qui est complètement, en français, le mot qui est utilisé, c'est cartonné. Je suis incapable de soulever cette peau-là. Ça fait que le score ici serait 3. Puis 1, puis 2, bien, 1, c'est un petit peu plus que 0, puis 2, c'est un petit peu moins que 3. Alors, essentiellement, c'est la façon qu'on va donner les scores de toutes ces différentes régions du corps-là. Puis, on va additionner ces points-là de 0 à 3 dans 17 régions qui nous donne un score maximum. Donc, quand il y a une atteinte très, très, très sévère, là, on peut aller jusqu'à un score de 51. Fait en moyenne, je pense que les scores en moyenne vont être plus dans l'ordre du 10 à 20. Mais quand même, chez les cas beaucoup plus sévères, on va avoir des scores plus élevés. J'ai souvent des patients qui me demandent pourquoi vous ne regardez jamais mon dos, pourquoi vous ne regardez jamais mon dos, vous n'êtes pas intéressé à mon dos. C'est pas que je ne suis pas intéressée au dos, c'est que de la façon que ce score-là a été développé, d'ajouter une autre région du corps à ce score ne nous donne pas beaucoup plus d'informations. J'ai déjà beaucoup d'informations en regardant les bras, les jambes et le tronc. Et c'est pas vraiment, ça va pas me donner plus d'informations que d'aller regarder dans le dos. Donc oui, la sclérodermie peut affecter la peau du dos, mais dans l'évaluation, dans la prise en charge, on ne regarde pas nécessairement l'atteinte du dos. Une fois que j'ai évalué mon patient, comme ça, pour voir l'étendue de l'atteinte cutanée, c'est là que je vais ensuite pouvoir me faire une idée à savoir si ce patient-là a une atteinte cutanée de forme limitée ou diffuse. Alors ici, j'attire votre attention sur les parties en mauve, qui seraient les parties qui sont atteintes. Alors, quand l'atteinte cutanée est en bas des genoux et en bas des épaules, on appelle ça une sclérodermie limitée. Donc, l'atteinte de la peau est limitée sur les bras et limitée sur les jambes. Le visage peut être affecté dans les deux sortes. Avec le visage, ne m'aide pas à classifier un patient, à savoir si la personne est plus limitée ou diffuse. Par contre, la minute que je commence à avoir une atteinte des avant-bras, des cuisses ou du tronc, ça, c'est ce qui, pour moi, va me faire porter à dire que cette personne-là a une atteinte cutanée diffuse. Pourquoi est-ce qu'on fait cette classification-là? Parce qu'en général, mais dans la sclérodermie, il y a beaucoup d'exceptions, mais en général, on pense que les personnes qui ont des atteintes limitées ont des formes moins sévères de la maladie versus les personnes qui ont des atteintes cutanées diffuses, donc celles qui vont affecter les avant-bras, les cuisses ou le tronc, qui ont tendance à avoir une forme plus sévère de la maladie, plus d'atteinte des organes internes. Mais comme je vous dis, ça c'est des généralités qu'on répète, que même que j'enseigne à mes étudiants. Mais la réalité, c'est que je vois beaucoup d'exceptions avec des personnes qui ont des atteintes cutanées très limitées. Même des fois, j'ai des patients qui n'ont aucune atteinte cutanée, mais qui peuvent avoir des atteintes des organes internes très sévères. Et j'ai aussi des patients qui ont des atteintes cutanées très sévères au début de la maladie qui vont extrêmement bien évoluer. Donc, il n'y a pas de test parfait, c'est tous des indices qu'on va aller recueillir pour se faire une idée au début de la maladie, mais ce qui va vraiment nous dire qu'est-ce qui se passe, ça va être dans l'évolution, dans le suivi du patient. C'est le temps qui va nous dire comment la personne va évoluer. Alors, ma prise en charge
évidemment, ça commence par la peau, ça commence par la classification, est-ce que la personne a une atteinte limitée ou diffuse. Mais ensuite, il y a tous ces autres aspects extérieurs de la maladie que je vais aller évaluer. Cette prise en charge-là, elle est vraiment clinique. Il y a des tests, il y a toujours des tests. Mais souvent, je n'ai pas besoin des tests pour me faire une idée de ce qui se passe. L'autre chose que je dis souvent à mes patients, des fois, les gens, je m'excuse, vous allez peut-être penser que je suis un peu étrange, mais je passe beaucoup de temps à regarder les mains de mes patients. Les mains de mes patients me parlent beaucoup. On peut voir beaucoup de choses par rapport à la maladie au niveau des mains. Donc, souvent, je commence mon examen clinique, mon évaluation, en regardant les mains de mes patients. Donc, pour ceux qui ont la maladie de Raynaud, vous allez avoir compris que ce que je vous montre ici, c'est un phénomène de Raynaud assez évident. Des fois, il y a différents patterns du phénomène de Raynaud. Et même, des fois, mes patients n'ont pas de Raynaud tel quel dans mon bureau, mais ils peuvent me le décrire parfaitement. Ils mettent la main en dessous de l'eau froide, ils vont chercher quelque chose dans le congélateur, puis boum, il y a un petit bout de doigt qui devient très, très blanc. Puis pour moi, ça me suffit pour dire, oui, ça, ils ne peuvent pas l'inventer. C'est vraiment un phénomène de Raynaud, qui, on voit dans la sclérodermie dans au moins 95% de nos cas. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, le fait que l'atteinte vasculaire, donc le Raynaud, c'est un problème de circulation. Quand on voit ça tellement fréquemment chez toutes les sclérodermiques, ça nous fait penser que dans la sclérodermie, peut-être l'atteinte initiale de la maladie, c'est une atteinte vasculaire, c'est une atteinte au niveau de la circulation. Puis cette atteinte-là, une fois qu'on a un problème de circulation, peut ensuite déclencher de l'inflammation, puis on va parler de l'inflammation, qui peut ensuite déclencher de la fibrose, puis on va aussi parler de la fibrose. Donc, je commence par regarder et de poser des questions au sujet du Raynaud. Quand on a ce problème de circulation-là, évidemment, si on manque de sang, le sang ne circule pas très bien au bout des doigts, je vais souvent voir des petites ulcérations au niveau des doigts et des fois de pas si petites ulcérations qui, pour moi, c'est très, très, très significatif quand je vois ça. Des fois, j'ai des patients qui n'ont pas remarqué qu'il y avait de Raynaud. Mais quand je me mets à examiner le bout de leur doigt puis je vois des choses comme ça, je peux vous dire qu'il y a très, très peu de maladies qui vont donner cette apparence-là au doigt. Puis pour moi, c'est des indices très, très importants par rapport à la sclérodermie. Quand la circulation devient très, très, très affectée, on peut voir des ulcères beaucoup plus sévères. Puis là, c'est là où on entreprend des traitements un peu plus agressifs à ce moment-là. L'autre chose, c'est très subtil, mais quand je regarde très carefully, je fais très attention sur le bout des doigts, puis j'essaie de voir des télangiectasies qui sont des petits vaisseaux dilatés sur le bout des doigts de mes patients. Ça, il y a deux conditions au monde qui peuvent donner ça, puis une des deux, c'est la sclérodermie. Alors, quand je vois ça, là, pour moi, chez quelqu'un qui a peut-être une atteinte cutanée, chez quelqu'un qui a un Raynaud, c'est vraiment des indices très, très importants qui me portent à penser que cette personne-là va être en train de développer une sclérodermie. Ici, ce que j'essaie de montrer aussi, l'autre chose que je vois souvent en début de maladie, c'est la dépigmentation. Alors, des fois, la peau, la texture de la peau est normale, mais on perd les cellules qui produisent le pigment au niveau de la peau. Alors ça, je peux voir ça un peu partout sur les bras, on le voit beaucoup au niveau du visage, on peut le voir un peu partout, puis on pense que ça fait partie de la sclérodermie. Ici, vous allez reconnaître aussi les calcifications, donc les calcinoses qu'on peut voir aussi souvent au niveau des doigts, mais on peut voir ça à peu près n'importe où dans le corps, surtout là où il y a du contact, donc sur les coudes, sur les fesses, etc. Mais je peux en voir, j'en ai vu un peu partout dans les hanches, etc. Donc ça, c'est encore une fois des indices très puissants là, qui font penser à la sclérodermie. La dernière chose que je regarde quand je regarde les mains de mes patients, c'est que je cherche pour de l'arthrite. Alors, l'arthrite, habituellement, on ne fait pas vraiment de test. Quand je vais être portée à faire une ultrason pour l'arthrite, c'est que je ne suis pas sûre qu'il y ait de l'arthrite. Mais quand je vois de l'arthrite, quand je suis capable de palper des gonflements, puis mes patients me disent que ça fait mal au niveau articulaire, vraiment, l'évaluation de l'arthrite dans la sclérodermie, habituellement, se fait de façon clinique et pas nécessairement avec des tests comme tel. Donc, toutes ces manifestations-là de la maladie extérieure, la prise en charge va être vraiment une prise en charge clinique. Ça va se passer dans mon bureau. D'ailleurs, juste dans les temps de COVID, présentement, il y a beaucoup de médecins qui peuvent continuer à voir leurs patients au téléphone. Mais moi, quand je vois un nouveau patient en sclérodermie, je ne peux pas
faire cet examen-là au téléphone. Ça, c'est le genre de patient que j'ai besoin de faire venir dans mon bureau puis d'examiner parce que ça fait une grosse partie de ma prise en charge que de regarder de près l'examen physique de mon patient. Alors, là, j'essaie d'avancer. Voilà. Donc, ça, c'est l'aspect extérieur. J'ai besoin de voir le patient, j'ai besoin de toucher au patient. Comme j'ai dit avant, par exemple, après avoir examiné mon patient, j'ai une bonne idée de ce qu'il y a à l'extérieur, mais c'est très difficile pour moi de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Puis les atteintes des organes internes, les plus fréquentes vont être des atteintes digestives. Et ici, ce que je vous montre, c'est un œsophage qui est très dilaté. Donc, cette personne-là va se plaindre de beaucoup de difficultés à avaler, probablement beaucoup de reflux. On peut voir ici, ça c'est une radiographie pulmonaire normale, mais chez un patient sclérodermique qui est très essoufflé, si la radiographie pulmonaire est normale, ça me fait beaucoup penser peut-être à de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, ça, évidemment, je vais avoir besoin de faire des tests plus avancés. Quand je fais la radiographie pulmonaire ici, puis je vois beaucoup de blanc au niveau des poumons, oups, là, je dis, OK, ça, cette personne-là, je commence à m'inquiéter d'une fibrose pulmonaire. Il va falloir faire des tests par rapport à ça. Et finalement, je dis souvent à mes patients, les reins, puis ça ici, je vous montre la circulation dans un rein normal versus la circulation dans un rein de quelqu'un qui a une crise rénale. On peut voir qu'ici, les vaisseaux sont tous remplis, ça circule très bien. Puis ici, il y a quasiment plus de sang qui se rend au rein. Ça, je ne suis pas capable de le voir avec mes yeux. Ça fait que ça, évidemment, ça va prendre des tests plus détaillés pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez cette personne-là. On peut même aller des fois jusqu'à la biopsie. Alors ça, c'est la biopsie rénale d'un de mes patients. Ça, c'est les vaisseaux normaux d'une personne normale. Puis on peut voir que les vaisseaux dans la crise rénale sont très épaissis, puis ne laissent pas bien circuler le sang. Donc, ça nous aide à faire le diagnostic et à savoir la sévérité de la maladie de cette personne-là. Donc là, on va parler un petit peu justement de comment est-ce qu'on prend en charge toutes ces atteintes viscérales-là. Alors, la première chose que vous allez faire, vous allez venir dans mon bureau, je vais vous examiner. La deuxième chose, vous allez sortir de mon bureau, puis je vais dire là, on va commencer par les prises de sang. Parce que justement, les prises de sang vont commencer à me parler de la composante systémique de la maladie. Alors, je fais beaucoup de prises de sang, mais essentiellement, les quelques prises de sang qui sont les plus importantes pour moi, ça va être une formule sanguine. Je vais pouvoir savoir si la personne est anémique ou pas. Ici, je vous donne un exemple de patient où il n'y avait pas d'anémie. Je vais être très curieuse de la fonction rénale de mon patient. Ici, je vous montre une personne avec une fonction rénale normale. Puis là, je vais aller voir s'il y a de l'inflammation. Il y a 2 tests que je fais souvent pour voir s'il y a de l'inflammation. C'est la CRP. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu ça. Ici, je vous montre quelqu'un qui avait, oui, effectivement, il y a de l'inflammation, donc il y a une composante systémique inflammatoire. Puis je vais aussi faire une ferritine qui me parle soit d'anémie ou d'inflammation. Ici, c'est normal. Mais l'autre chose que j'ai commencé à faire aussi systématiquement sur mes prises de sang, c'est de doser des enzymes des muscles. Parce qu'on commence à s'apercevoir qu'on sous-diagnostique l'atteinte musculaire dans la sclérodermie. Parce que souvent, nos patients vont nous dire « je suis faible ». Moi, je vais attribuer la faiblesse à la peau, à l'arthrite, à l'anémie, etc. Mais il se trouve qu'il y a quand même un bon pourcentage de nos patients maintenant qu'on s'aperçoit qui sont vraiment faibles parce qu'il y a beaucoup d'inflammation au niveau du muscle. Donc, mon bilan va inclure, et toutes ces choses-là, et de plus en plus, vont inclure les enzymes musculaires pour être sûr qu'il n'y a pas d'atteinte du muscle comme tel qui va nécessiter un traitement différent. Alors, je commence avec un bilan de base. Ça, c'est des prises de sang de base. Mais l'autre chose qui va être tellement important, ça va être l'immunologie, les tests, les anticorps qu'on va aller rechercher chez nos patients. Parce que ces anticorps-là vont me parler des sous-groupes de sclérodermie que j'ai tendance à voir. Alors là, ici, je vais juste vous montrer un exemple. On n'a pas besoin d'aller dans le détail ici, mais il y a certains anticorps qui sont vers le bas de ce tableau ici, puis vers le haut du tableau ici. Souvent des anticorps qu'on va décrire comme étant nucléolaires, qui sont presque uniquement retrouvés dans la sclérodermie, puis qui peuvent avoir des manifestations cliniques
unique à cet anticorps-là. Fait que moi, je vais demander les anticorps, je vais envoyer ça au département d'immunologie, puis ils vont me donner des tests préliminaires. Là où, dans les dernières années, on est devenu beaucoup plus précis dans notre recherche d'anticorps, c'est qu'on a maintenant ce qu'on appelle un panneau de sclérodermie. Pour l'instant, ici au Québec, si je veux un panneau de sclérodermie, j'ai encore besoin de l'envoyer à Calgary, mais j'ose espérer qu'on va pouvoir le faire au CHUM prochainement. Mais pour l'instant, ça ne me suffit pas de savoir que la personne a des anticorps, oui ou non. J'ai vraiment besoin de savoir quelle sorte d'anticorps. Et c'est là que sur ce panneau de sclérodermie-là, qui est très, très, très utile au niveau diagnostic et au niveau du suivi du patient aussi, c'est qu'ils vont me dire quelle sorte d'anticorps la personne a. Donc, les anticorps qu'on va retrouver plus souvent vont être les anti-SCL70, on appelle ça aussi antitopoisomérase, les anti-centromères et les anti-RNA-POL3. Puis, il y en a plusieurs autres qui vont être dosés aussi, mais ils ont tous tendance à être moins que 5 de mes patients. Alors, ceux-là sont beaucoup plus rares. Mais je dirais qu'à peu près 70 de nos patients vont avoir une des trois sortes d'anticorps qu'on appelle des anticorps spécifiques à la sclérodermie. Puis c'est vraiment utile parce que quand la personne a des SCL70, je vais m'inquiéter plus du poumon. Quand la personne va avoir des anticentromères, je vais m'inquiéter plus de l'hypertension artérielle pulmonaire. Quand quelqu'un va avoir des anti-RNA POL3, je vais m'inquiéter énormément de la crise rénale. Donc, les tests immunologiques, des anticorps que je vais aller rechercher au début, vont m'aider dans le prognostic et dans le suivi du patient. Encore une fois, par exemple, je tiens à dire que ça, c'est des règles en règle générale, mais je vois beaucoup d'exceptions. Je vois des SCL70 qui peuvent développer des crises rénales et des anticelles qui peuvent aussi développer des atteintes pulmonaires. Donc, ça devient un peu ce qu'on appelle en anglais du art of medicine. C'est une chose d'avoir l'information, mais il faut tout intégrer cette information-là pour l'interpréter, pour pouvoir faire en sorte que ça veut dire quelque chose pour le patient. Alors, ça, c'est des prises de sang que je vais faire. Le prochain test, alors je commence l'examen physique, je fais mon bilan de base, je fais mon immunologie et la plupart du temps, je vais demander une vidéocapilaroscopie. Et ça a beaucoup évolué dans le temps. Autrefois, on faisait des vidéocapilaroscopies avec des microscopes qui étaient assez gros puis difficiles à manipuler, puis surtout difficiles pour nos patients qui avaient des sclérodermies, qui avaient des contractures, qui n'étaient pas nécessairement toujours capables de mettre les doigts flat comme ça en avant du microscope. Alors, on a développé des petits instruments qu'on peut prendre dans nos mains. Le problème, puis ça, j'en ai un dans mon bureau, ça s'appelle un dermatoscope. Le problème avec les dermatoscopes, c'est que la puissance, c'est juste, on peut magnifier d'à peu près 10 fois maximum. Ça fait que c'est pas très puissant. Tandis que le microscope, ici, on allait de 40 à 50. Alors maintenant, on est rendu à des instruments beaucoup plus puissants. Ça s'appelle des vidéocapilaroscopes. Puis avec ces instruments-là, on peut magnifier 200 fois. Qu'est-ce que c'est qu'on va voir avec ça? Bien, on va voir les vaisseaux. Parce que je vous ai déjà dit qu'on pense que la sclérodermie, fondamentalement, c'est un problème de circulation, c'est un problème vasculopathique. Alors, moi, je veux voir les vaisseaux de mes patients, puis la vidéocap va pouvoir me permettre d'aller voir ça. Fait que ça, ici, on regarde les petits vaisseaux juste sur le bout de la peau avant le début des ongles. Normalement, sont minces, sont denses, sont étroits, sont bien alignés. Ça, c'est des vaisseaux qui sont normaux. Tandis que là, on commence à voir dans la sclérodermie toutes sortes d'anomalies au niveau de la circulation. On va voir des vaisseaux qui sont très épaissis ou vraiment extrêmement, on appelle ça des géants, des capillaires géants, donc très anormales, qui peuvent même donner cette petite allure-là. Ça, c'est des hémorragies parce que les capillaires vont être tellement dilatés qui vont permettre à des globules rouges de s'échapper. Ça va développer des petites hémorragies comme ça. Après ça, on va voir des vaisseaux qui commencent à être beaucoup plus tortueux jusqu'à un point où on développe vraiment des organisations très, très importantes de la surface capillaire. Puis on peut s'imaginer qu'à la toute fin, mais les capillaires disparaissent comme tels. Alors, ce n'est pas surprenant que cette personne-là va développer des ulcères digitales, des problèmes de circulation des doigts, parce qu'ils n'ont tout simplement plus les petits vaisseaux qu'ils avaient besoin pour nourrir la circulation de leur bout de doigt. Fait que la vidéocapilaroscopie, c'est très, très, très utile au point de vue diagnostic. Puis en fait,
quand j'ai un patient qui, pour moi, a toutes les manifestations classiques de la sclérodermie, je n'ai pas vraiment besoin d'une vidéocapillaroscopie parce que mon sens clinique me permet de faire le diagnostic. Mais c'est vraiment des outils qui peuvent être très utiles chez des patients qui ont des manifestations beaucoup plus subtiles, qui ont peut-être pas d'atteinte cutanée, juste une atteinte pulmonaire, un anticorps, je ne sais pas. Puis là, j'envoie la personne voir le docteur Jugé, puis le docteur Jugé me dit, mon Dieu, c'est ça, il n'y a rien d'autre qui fait ça que de la sclérodermie. Ben, c'est des outils très, très, très utiles dans la clinique pour poser des diagnostics, surtout quand les diagnostics sont plus difficiles à faire. Docteur Hudson, juste, oui. Je fais une petite pause. Vous avez encore 5-6 minutes là, pour votre présentation. Là, donc, je voulais juste vous le dire. Là. Merci, c'est gentil. OK, je me dépêche. Alors, les poumons, je vais vous dire, les poumons, ça va commencer avec une radiographie pulmonaire, mais souvent, en début de maladie, quand la maladie est très, très, très légère, la radiographie pulmonaire peut être normale. Puis ici, il faut que j'attende 3 ans pour répéter mon scan avant que ça devienne beaucoup plus anormal, mais j'ai perdu du temps pour évaluer cette personne-là. Alors, l'évaluation de l'atteinte pulmonaire, souvent, va se faire avec des fonctions pulmonaires aux 3 à 6 mois en début de maladie, puis après ça, aux 6 à 12 mois au cours de la maladie. Au niveau du cœur, on utilise évidemment les électrocardiogrammes. Il y a bien d'entre vous qui ont eu ça. Aussi les échocardiogrammes. Mais maintenant, on vient d'avoir des belles machines pour commencer à faire des résonances magnétiques du cœur et aussi pour les patients chez qui on soupçonne de l'hypertension artérielle pulmonaire, ça prend des cathétérismes. Puis on peut maintenant même faire des cathétérismes puis demander à la personne de faire du bicycle pendant qu'ils font leur cathétérisme pour essayer de vraiment évaluer la circulation pulmonaire en grand détail. Au niveau des reins, je vous ai mentionné que les reins, je ne suis pas capable de les voir. Alors moi, ma façon de suivre mon patient au niveau des reins, c'est via la pression. Alors souvent, chez un patient en début de maladie, je leur dis d'aller s'acheter une machine à pression, puis je leur dis de prendre leur pression à tous les matins, au même moment de la journée, tranquillement, puis de faire une note de leur pression. Puis s'ils commencent à voir que la pression monte, ils ont besoin de m'appeler parce que j'ai besoin de faire des tests plus approfondis au niveau des reins. Alors, ça ici, c'est au niveau des muscles parce que c'est mon nouvel intérêt dans la sclérodermie, c'est les muscles. On peut examiner les muscles de façon clinique, mais maintenant aussi, on a des instruments pour essayer de mesurer plus objectivement les muscles pour la force comme telle. Puis on utilise davantage aussi les résonances magnétiques pour essayer de voir l'atteinte musculaire. Puis des fois, ça peut être très, très, très utile, comme je vous dis, chez les patients qui sont faibles, mais on a d'autres raisons pour expliquer leur faiblesse. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question, mais est-ce que ça peut être le muscle? Puis avec des instruments comme des résonances magnétiques comme ça, on peut vraiment faire des diagnostics. Autrefois, je pense qu'on a probablement manqué. Alors voilà, donc en résumé, une fois que je fais cette évaluation-là, de l'atteinte extérieure et de l'atteinte intérieure, ben là, je vais me faire une idée. Est-ce que la personne a plus une atteinte vasculaire, et c'est ça je vais initier des traitements qui sont plus vasculaires? Est-ce que la personne a des problèmes plus inflammatoires que je peux voir soit dans l'arthrite, que je peux voir dans les myosites, etc.? Je vais initier des traitements qui vont être appropriés à ça. Ou est-ce qu'il s'agit plus de quelqu'un qui a une atteinte plutôt d'ordre fibrotique? Puis c'est là que je vais initier des traitements selon ce que je peux voir. Alors, ma prise en charge va me permettre de faire la part des choses, puis ça va m'amener à la prochaine étape qui va être le traitement, qui va cibler les atteintes spécifiques du patient individuel en avant de moi. Alors, je pourrais arrêter là, puis je prendrai des questions éventuellement. Merci. Merci énormément, Dr. Hudson, puis merci pour votre esprit de synthèse. Là. Je sais que je vous ai donné un petit cours, un petit peu de temps là, pour terminer. Donc, pour rester dans le thème, là, je passerai tout de suite le micro à Mme Geneviève Guillot, là, patiente là, qui vit avec la sclérodermie, pour vous partager là, son témoignage. Là. Donc, Mme Guillot, le micro est à vous. D'accord. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Xavier, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'entends. D'accord. Donc, je remercie Sclérodermie Québec de m'avoir demandé de faire ce témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Hudson, aussi pour votre présentation. Je vais reprendre un mot que vous avez dit qui est très intéressant, c'est « chaque patient est unique ». Donc, moi, je vous raconte mon parcours à moi, qui est unique à moi.
Alors, mon histoire commence en 1992 et j'ai 20 ans. Donc, faites le calcul, je suis née en 1972, j'ai 48 ans. Et j'ai développé un réno à cet âge-là. J'étais à l'université, donc je m'en souviens très bien. J'avais les doigts qui venaient blancs très facilement. J'étais une étudiante en nutrition et je m'entraînais en athlétisme avec l'équipe de l'Université Laval à ce moment-là. Je ne m'inquiétais pas outre mesure puisque mon père avait un réno aussi, donc il venait les mains blanches. Fait que c'est quelque chose que j'ai trouvé, bon, pas nécessairement grave à ce moment-là. Alors, c'est le début, je crois, en rétrospective de mon histoire. Par la suite, c'est toujours en rétrospective, hein? Donc, je regarde des photos et je m'aperçois maintenant qu'en 2001, il commençait à avoir des signes au niveau de mon visage, où j'avais un affinement du nez, une diminution de l'ouverture de la bouche. Mais cliniquement, c'est allé à ma deuxième grossesse en 2004 où j'ai développé un ulcère au doigt. Et cet ulcère-là a duré 8 mois à guérir et c'était extrêmement douloureux. Donc, mais je me disais, bon, c'est une petite blessure, ça va guérir, jusqu'à ce que je réalise que c'était très long. Alors, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille et, bon, elle m'a envoyé voir une dermatologue qui m'a envoyé voir un interniste ou un médecin en médecine interne et qui, bon, m'a vu à cette époque-là, on est en 2004-2005 maintenant, en me disant, bon, un réno depuis 20 ans, je pense pas qu'il y ait grand-chose là, sous ça, mais je vais quand même vous envoyer en capillaroscopie. Donc, je suis revenue avec, comme Dr. Hudson disait, des méga capillaires. Bon, mais on traitait, mais encore là, j'ai jamais eu de diagnostic précis à ce moment-là. Je savais pas que c'était une sclérodermie que j'avais. Je me plaignais que j'étais fatiguée, mais on me disait, ben, tu travailles à temps plein, tu as 2 jeunes enfants, tout le monde est fatigué. Donc, c'était un peu comme ça. Et ensuite, en 2006, par un heureux hasard, j'ai une collègue, bon, c'est une amie avec qui j'avais étudié en nutrition, qui était allée faire sa médecine. On s'est revus pendant un brunch de Noël et son mari, qui était aussi étudiant en médecine en cardiologie, faisait sa résidence avec Dr. Goulet à l'hôpital Notre-Dame. Et lui a demandé, par l'entremise d'une amie commune, si j'étais traitée. Et cette amie-là savait que j'étais traitée, mais je ne savais pas ce que j'avais. Donc, j'étais plus ou moins satisfaite et je ne peux pas jeter le blâme sur le médecin en médecine interne qui était plutôt spécialisé dans ma région en diabète. Donc, on ne peut pas être spécialisé en tout. Alors, à ce moment-là, l'ami en question m'a référé au docteur Jean-Richard Goulet. Et là, à ma première visite avec docteur Goulet, là, ça a été, j'avais la sclérodermie. Donc, c'est là où, en 2007, mon parcours a commencé pour vrai, où là, j'ai eu la confirmation. Donc, je pense que je suis dans la moyenne en 3 à 4 ans de diagnostic à partir des symptômes plus sévères. L'autre partie de mon témoignage qu'on m'a demandé de faire, c'est qu'est-ce que je vois comme embûche dans ma vie de tous les jours. Je dirais que principalement, moi, j'ai une atteinte du visage, j'ai une atteinte des extrémités et j'ai aussi une atteinte pulmonaire. J'ai un petit peu de fibrose pulmonaire qui est quand même relativement stable depuis 2007, que je suis suivie maintenant, mais par les traitements aussi que Dr. Goulet me donne. Alors, je dirais que c'est principalement la fatigue et la gestion de mon énergie, moi, qui me cause le plus de problèmes, mais également aussi les douleurs articulaires et aussi, je réalise, Dr. Hudson, en vous écoutant, la faiblesse musculaire. J'étais quelqu'un qui était beaucoup plus forte. C'est sûr, il y a probablement l'âge aussi qui y fait, mais j'avais ça que j'ai quand même une faiblesse musculaire qui est plus marquée que je crois qu'une personne de 48 ans devrait avoir. Donc, et ça fait quand même pas très longtemps que je parle de ma maladie aussi à mon employeur, parce que je suis toujours à temps plein, je travaille à temps plein. Mais que c'est difficile de composer justement avec
la gestion de l'énergie et les obligations de la vie de tous les jours. Donc, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie quotidienne comme mère de famille, d'épouse, et d'avoir un peu de temps et d'énergie, surtout qui me reste pour des activités qui me plaisent à moi et pas être complètement exténuée quand je pourrais sortir ou faire une activité physique qui me plaît. Donc, il y a une composante autant physique, mais qui a aussi un impact au niveau émotif, d'être tellement exténué qu'on n'a plus le goût de rien. En tout cas, moi, j'ai moins le goût de faire des choses à ce moment-là, mais c'est un cercle vicieux qui est difficile à casser. Donc, j'ai eu recours à certains moments à des congés de maladie de mon médecin de famille qui travaille en bonne collaboration aussi avec Dr. Goulet. Donc, c'est un des autres points que je tenais à aborder aussi. L'autre point aussi, c'est que j'ai dû apprendre à faire des deuils. Ça, je pense que c'est la partie qui est vraiment difficile. C'est pas tangible, mais chaque petit deuil amène aussi, faut s'adapter, de la résilience. Puis j'essaie de voir ce que je suis toujours capable de faire et pas de voir ce que je ne suis plus capable de faire. Non, j'essaie de l'orienter comme ça pour garder de l'espoir et être positive malgré, c'est ça, tous ces petits deuils-là. Le troisième point que j'aborderai également, c'est les suivis que je fais avec Dr. Goulet. Donc, je suis suivie à chaque 6 mois ou plus rapide si j'ai besoin de le voir. Et je prends des notes comme, je ne sais pas comment vos patients font quand ils vont vous voir, Dr. Hudson, mais je me garde maximum 3 sujets prioritaires qui sont les plus importants pour moi à ce niveau-là. Et je prends en note aussi les tests que j'ai faits pour avoir des retours. Parce que je pense qu'on est toujours notre meilleur avocat. Dr. Goulet a une mémoire exceptionnelle, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de patients. Moi, j'ai juste moi à m'occuper. Donc, c'est mon devoir et je le prends au sérieux. Et là, je vais prendre en note, peut-être que je lui parlais d'avoir des CK la prochaine fois dans mon bilan sanguin, quoi qu'il doit le savoir peut-être, mais je le fais par acquis de conscience. J'appelle ça un patient partenaire. Et donc, c'est ce que je fais. Je fais toujours la liste de mes médicaments aussi. Et puis, s'il m'en a prescrit des nouveaux, est-ce qu'ils m'ont donné des effets secondaires ou des effets bénéfiques? Ça a donné les résultats escomptés. Alors, mais je considère que j'ai une chance inouïe d'être tombée sur Dr. Goulet. Et maintenant, je me fais un mandat dans mon travail. J'ai accès au médecin homéopathien et quand il me voit que j'ai un rénal sévère, je parle toujours de la sclérodermie. Donc, jusqu'à présent, il y a peut-être 3 ou 4 patients que j'ai orientés vers les rhumatologues comme ça parce que le médecin de famille n'était pas au courant, puis qu'un patient avait développé un ulcère, puis que je ne peux pas le diagnostiquer, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus qui mériterait d'aller vers un spécialiste en sclérodermie, ou en tout cas un rhumatologue. Et est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Tout à fait, là, 1 ou 2 minutes. Là. Okay. Parfait. On me demandait aussi comment j'entrevois l'avenir, c'est quoi mon espoir pour l'avenir. Excusez. J'en vois beaucoup, même si je suis émotive. Mais c'est sûr que je mise beaucoup l'espoir pour tous les chercheurs comme vous, Dr. Hudson. La chaire de recherche qui est que ce soit à l'université, à l'hôpital juif ou au CHUM ou partout à travers le monde. J'ai la chance d'avoir assisté à des congrès, au congrès mondial sur la sclérodermie à une reprise, une fois. La deuxième fois, ça a été annulé à cause de la COVID. Alors, c'est sûr que mon espoir est beaucoup là. Je suis une fille de science, donc je crois beaucoup à la science. Mon autre espoir, je le dirais, il y a des associations de patients aussi, comme Sclérodermie Québec, qui offrent beaucoup de support pour qu'on se sente moins seul aussi dans notre situation. Il y a des groupes comme SPIN aussi, avec qui j'ai la chance
de collaborer, qui font un travail extraordinaire sur le quotidien, qui sont un peu en dehors des traitements médicaux, mais qui s'occupent de notre bien-être mental aussi et des défis qu'on rencontre à la sclérodermie, soit avec l'activité physique, l'image corporelle, la détresse, l'anxiété, tout ça. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir sur ça. Je me sens entourée. Puis, je pense que le message, excusez, c'est de bien prendre soin de vous, chaque patient, d'être bienveillant envers vous. On est notre meilleur avocat, mais des fois, on peut être la personne la plus difficile envers nous aussi. Donc, c'est ça, entourez-vous de gens qui vous font du bien. C'est ça, faites-vous du bien. Soyez bienveillants. Puis chaque jour, c'est une petite victoire. Chaque chose que vous n'étiez pas capable de faire ou que vous avez repoussé un petit peu vos limites. Mais c'est une petite victoire. Et ensemble, on va y arriver. Voilà. Énorme merci. Je sais que je ne suis pas le seul. Là, je vois les commentaires dans la boîte de chat. Là, je ne suis pas le seul touché par ce commentaire et je vais essayer de reprendre contrôle pour continuer la conférence. Moi, si je peux me permettre. Allez-y, allez-y. Je vais juste dire, Geneviève, merci d'être la raison d'être de tout notre travail, d'articuler notre raison d'être. Merci. Merci, Dr. Hudson. Ça fait plaisir. Donc, regardez, je n'étais pas prêt à ça aujourd'hui du tout. Donc, je vous rappelle, là, on va garder les quelques minutes à la fin, jusqu'à 1 heure, pardon, 1h05 et 10, dépendamment de la disponibilité de nos conférencières, pour poser des questions. Je vous rappelle quelques règles générales. Je vais prioriser les questions écrites. Là. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir écrit déjà des questions. Donc, je vais partir des questions qui sont déjà dans la boîte de chat. Je vous invite à ajouter vos questions, à m'indiquer à qui s'adresse la question. Comme ça va être plus simple. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir poser des questions au micro, sachant que leur question est plus spécifique, plus complexe. Là, vous pouvez lever votre main, puis je vous donnerai la parole. Et finalement, pour les gens au téléphone, je sais qu'on en a quelques-uns. Je vous réserverai du temps à la fin pour poser des questions. Je sais que vous ne pouvez pas écrire ni lever votre main. Donc, vous pourrez utiliser la fonction étoile 6 pour ouvrir votre micro et poser une question. Mais je vais débuter tout de suite avec une question écrite par Micheline au tout début de la conférence qui, je crois, s'adresse à Dr. Hudson. Et puis, elle se lit comme ça. J'aimerais savoir si la maladie auto-immune du lichen sclereus, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas mal prononcer, pourrait être une connectivité mixte de la sclérodermie car c'est une sclérose. Est-ce qu'il y a un lien ici possible? Dr. Hudson. Oui, non, je ne pense pas. C'est une maladie cutanée. Puis l'utilisation du mot sclérose, on l'utilise dans beaucoup d'autres maladies. On peut penser à la sclérose en plaques, on peut penser à une artériosclérose du cœur, des reins. Le mot sclérose, ça veut juste dire qu'il y a de la fibrose, qu'il y a des cicatrices. Mais le processus qui va mener à cette cicatrice-là dans la sclérodermie ou dans ces autres scléroses-là, que ce soit la sclérose en plaques ou la lichen sclerosis, c'est des processus différents, c'est des maladies différentes. Merci. On a une autre question de Sylvie qui demande « Que peut-on faire pour contrer la fatigue excessive? » Et elle rajoute « Est-ce qu'il y a des médicaments pour contrer les crises de rénaux? » OK. Alors, on va parler de la fatigue brièvement parce qu'en réalité, la fatigue, puis on a publié des beaux papiers avec les personnes qui ont voulu contribuer à notre recherche justement pour démontrer qu'effectivement, il y a un taux de fatigue beaucoup plus élevé dans la sclérodermie qui peut être très, très, très incapacitant. Le problème, c'est qu'on est capable de décrire ça, on est capable de mesurer, mais pour l'instant, on n'est pas capable de traiter. Ça fait que moi, ce que je dis à mes patients qui se plaignent de beaucoup de fatigue, c'est que moi, je vais essayer de traiter tout le reste qui peut contribuer à la fatigue. Fait que je vais essayer de traiter le poumon au mieux que je peux. Je vais essayer de traiter la peau, les ulcères, l'arthrite, tout ça,
pour enlever au moins cette composante-là qui contribue à la fatigue. Mais la fatigue comme symptôme isolé, pour l'instant, on n'a pas de traitement pour ça. Et souvent, je vais référer mes patients à une bonne hygiène de vie. Il faut bien manger, il faut se forcer à faire de l'exercice, il faut bien dormir. Alors, puis de minimiser toutes les choses ou de contrôler toutes les choses qu'on peut parce que la fatigue comme telle, on n'a pas de traitement pour ça. Pour le réno, on a beaucoup de traitements. Pour le réno, on a des traitements, je dirais, de 5-6 lignes de traitement. On commence souvent avec des traitements beaucoup plus légers, mais qui sont aussi moins efficaces. Mais on peut aller vers des traitements plus intensifs qui sont plus sévères. À chaque fois que je vais augmenter le traitement, par exemple, je risque plus d'effets secondaires. Fait qu'avec mes patients, on est toujours en train d'aller dans la balance. Ça vaut-il la peine de un petit peu mieux contrôler le réno? Ou êtes-vous capable d'endurer l'enflure de vos chevilles? Êtes-vous capable d'endurer les effets secondaires de ces médicaments-là, etc.? Ça fait qu'il y a des traitements, puis de plus en plus, il y a de bons traitements pour le réno. Oui. Parfait. Il y a une question encore de Sylvie qui demande si vous pouvez parler un peu de morphée. Ouais, moi, je commence à soupçonner, je sais de quelle Sylvie on parle ici. Salut Sylvie. Alors, c'est vraiment habituellement, la morphée, c'est une maladie de peau qui appartient aux dermatologues. On voit presque jamais ça dans la sclérodermie. Mais il y a toujours des exceptions et à peu près 5%. Alors, la morphée, c'est de la sclérodermie en patch. Alors, au début de ma présentation, j'ai montré que la sclérodermie, souvent, ça va progresser des doigts jusqu'aux les mains, les bras, ça peut affecter le tronc, tout ça. La morphée, ça peut être juste une patch de sclérodermie sur une cuisse, sur un bras, sur le tronc, tout ça. Alors, les mécanismes derrière tout ça sont probablement communs à la sclérodermie. Les deux ont tendance à être indépendants, bien que chez à peu près 5% de mes sclérodermites, je peux voir un genre de overlap. Puis même, j'ai des bonnes idées par rapport à comment traiter la morphée réfractaire au traitement usuel. Ça fait que s'il y a des questions plus poussées là-dessus, on pourra s'en parler prochainement. Parfait. Encore pour vous, Dr. Hodgson, est-ce que c'est pertinent de refaire les examens de prise de sang suite à un diagnostic, suite au diagnostic, pardon, à chaque année? Oui. OK, ça, c'est une très bonne question. Puis la réponse, comme toujours, c'est ça dépend. Alors, premièrement, moi, je pense que mes patients ont tous besoin d'un bilan de base annuellement. Je dis, c'est comme aller chez le dentiste, comme aller chez l'ophtalmologiste. Ça fait partie de nos soins réguliers de prévention. Fait que oui, on a besoin d'une prise de sang de base. L'immunologie, par contre, une fois que je l'ai au départ, si il n'y a pas de choses inhabituelles qui se passent dans la maladie, je ne vais pas répéter des tests immunologiques. Alors, puis, troisièmement, s'il y a des choses qui sont anormales au départ, comme les CK, comme de l'anémie, ça va prendre des prises de sang, pas de routine à un an, ça va prendre des prises de sang beaucoup plus rapprochées avec un suivi puis des interventions pour essayer d'améliorer ces anormalités-là. Fait que la conférence, c'était la prise en charge et le suivi. Le suivi va vraiment être personnalisé selon les atteintes de la personne. D'accord. Merci encore. Une autre question dirigée vers vous. On écrit c'est Marie-Claude qui pose la question. Je suis au courant des traitements pour soulager la maladie, mais existe-t-il des traitements pour retarder l'évolution de la maladie? OK. Vous posez des bonnes questions, puis c'est des questions qui rejoignent beaucoup nos intérêts de recherche. Je peux parler à différents niveaux, mais je vais m'en tenir juste au niveau pulmonaire. Puis d'ailleurs, je pense que vous allez avoir une conférence de Sabrina Ouad d'ici une semaine ou deux qui va pouvoir vous parler de ses travaux de recherche à elle, elle est capable de démontrer que si on intervient plus précocement au niveau de l'atteinte pulmonaire, que les résultats à 2 ans après, la fonction pulmonaire est meilleure. Donc, la recherche s'en va dans ce sens-là. On a essayé de faire la même étude au point de vue digestif en se disant si on intervient au niveau digestif plus tôt, est-ce que l'atteinte digestive est plus légère 2 ans plus tard? On n'a pas trouvé les mêmes résultats. Alors, selon l'atteinte inflammatoire pulmonaire, il y a lieu d'intervenir plus tôt. Selon l'atteinte digestive fibrotique, on n'a pas encore trouvé ce traitement préventif-là encore. OK. On continue. Madame Nathalie écrit, est-ce que certains cas, n'évoluent pas?
Ah, OK. Ça, c'est une très bonne question. Alors, encore là, c'est tellement variable. Puis souvent, la sclérodermie, je dis que ça va être un spectrum. Il y a des patients que je vois qui ont probablement une sclérodermie depuis 40 ans, avec un petit peu de rénaux, un petit peu de calcinose, un petit peu d'atteinte digestive, puis ils ne savaient même pas, justement, parce que les symptômes n'avaient jamais été sévères pour qu'ils se plaignent au médecin, ou ils se sont plaints au médecin, puis ils se sont fait dire, oh, c'est pas grave comme ça. Donc oui, effectivement, il y a des formes tellement légères, peu évolutives, que la personne peut avoir ça longtemps, longtemps, versus d'autres formes qui peuvent être beaucoup plus évidentes, beaucoup plus progressives rapidement. Fait que c'est tout un spectrum. Parfait. Il y a Salma qui demande, là, par rapport à votre présentation PowerPoint, est-ce qu'il y a des traitements pour l'œsophage et l'estomac, particulièrement? Oui, on a des traitements souvent pour diminuer l'acidité, parce que souvent, quand l'atteinte ésophagienne, quand il y a une atteinte ésophagienne, les patients vont se plaindre beaucoup de reflux ou de brûlement d'estomac. Donc, il y a des traitements pour ça. Quand c'est l'estomac qui est au ralenti, on a aussi des traitements qui vont augmenter le mouvement de l'estomac. Donc, il y a des médicaments pour ça. Quand l'atteinte devient très, très, très sévère au niveau de l'œsophage, on est en train de voir avec certains chirurgiens si on ne devrait pas faire des petites chirurgies pour essayer de fermer le trou de l'œsophage qui est tout grand ouvert. Et au niveau de l'estomac, quand l'estomac devient très, 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 qui ne fonctionne plus, des fois, il faut mettre des petits tubes digestifs. Alors là encore, mes traitements vont être des traitements symptomatiques, légers, qui vont fonctionner dans la plupart des cas, jusqu'à des traitements chirurgicaux qui pourraient être beaucoup plus invasifs, mais selon la sévérité du patient, on a des fois besoin d'aller vers ces traitements chirurgicaux-là. Parfait. J'ai une autre question de Nathalie. Quels sont les espoirs à court terme pour la recherche? Elle mentionne les cellules souches au Québec comme en Europe là, sur cet enjeu-là. Alors, si Xavier pourrait vous confirmer que si j'avais eu un petit peu plus de temps, la diapo suivante que je n'ai pas présentée, j'allais vous parler de cellules souches, parce que c'est évidemment un sujet puis c'est compliqué, les cellules souches, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que quand même, pour un sous-groupe de patients, des bénéfices des traitements par cellules souches. Ça sera le sujet d'une autre conférence éventuellement. Mais oui, effectivement, je pense que les cellules souches offrent un certain espoir pour certaines personnes pour essayer de combattre cette maladie-là. Parfait. Je rappelle aux gens que si vous voulez continuer à poser des questions par écrit, je vais continuer à regarder les questions. Ah, bon, mais j'en ai déjà une autre, pardon. Comment avoir une prise en charge quand on habite en Outaouais? Je n'ai pas de suivi de prise de sang, écho cardiaque, rayon X par le médecin de famille. Est-ce qu'il y a des régions qui sont moins desservies, si je comprends bien la question? Hein? Oui, en fait, je ne suis même pas sûre que la question, je ne suis pas sûre que moi, je suis capable de répondre à cette question-là. Bien, mais je vais juste dire que parce que c'est une question de service puis de soins, je me demande, ça, c'est des questions peut-être que Sclérodermie Québec a peut-être plus de réponses que moi ou pourrait peut-être plus aider justement à augmenter les services en région parce que je reconnais qu'effectivement, c'est un problème pour les patients en région. Parfait. J'ai une question par Gisèle. Quelle est la différence là, entre les tests de sang que vous avez parlé, PLT, WBC et CK? OK. Alors, je ne voulais pas aller trop dans les détails. C'était juste un petit bilan de base que j'avais montré. Ça, c'est les acronymes en anglais. PLT, ça veut dire plaquette. Souvent, je vais voir des plaquettes qui vont être élevées chez quelqu'un qui est inflammatoire ou des fois basses s'il y a un overlap avec un lupus. Ça fait que c'est très important. Les globules blanches, souvent, mes patients vont avoir des globules blanches abaissées. Ça fait partie des troubles auto-immuns. Ça fait white blood cell, WBC. Et CK, c'est créatinine kinase, qui est un enzyme musculaire que je vais voir quand il y a de l'inflammation musculaire. Parfait. Je vois, on a eu aussi quelques questions à votre égard pour savoir si c'était possible d'avoir accès à votre PowerPoint. Est-ce que c'est possible pour vous de le partager ou en tout cas de le partager avec Sclérodermie? On s'organisera pour le partager aux participants. J'ai aucun problème. Parfait. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions écrites. Je sais que j'avais une Nathalie Leblanc qui a levé sa main.
Madame Leblanc, si vous voulez poser votre question en ouvrant votre micro, vous avez la chance maintenant. Alors, oui, bonjour. J'ai quand même eu la chance de poser ma question via les questions là, dans la conversation. Mais c'est vraiment une préoccupation de prise en charge dans la région du symptôme, c'est-à-dire seulement créneau et un engourdissement de quelques secondes le matin à un doigt. On ne me prend pas en charge nullement. Puis je sais que la prévention est tellement importante dans cette maladie. Alors, c'est sûr que j'aimerais une prise en charge pour prévenir puis prendre en charge adéquatement s'il y a des tests à passer, même si pour l'instant, ça va bien. Là. D'accord. Est-ce que, Mme Ottune, vous avez quelque chose à ajouter? Non. OK. C'est plus une observation, je pense, qu'une question. Tout à fait. Donc, je continuerai. Là, j'ai une autre question qui vous touche, Dr. Ottune. L'atteinte digestive est-elle aussi sur les intestins? Absolument. Alors, vraiment, moi, j'ai tendance à penser à l'atteinte digestive haute. Ça va être surtout l'œsophage. Après ça, je vais penser à l'estomac comme une deuxième partie et en troisième partie, les intestins. Puis on peut voir de l'atteinte plus fréquemment au niveau de l'œsophage, moins fréquemment au niveau de l'estomac, moins fréquemment au niveau des intestins, mais ça peut être tout au long, on dit de la bouche à l'anus en réalité. La sclérodermie peut affecter de différentes façons tout le long des intestins, oui, effectivement, de différentes façons. D'accord. J'ai une autre question par Feki, si je ne me trompe pas. Désolé de la prononciation, si c'est mal prononcé. Y a-t-il une moins bonne assimilation digestive des aliments? Oui, alors c'est ça. Donc, effectivement, dans la sclérodermie, ça aussi, on a publié, je n'ai pas les chiffres sur le top de ma tête, là, mais je dirais à peu près 25% des patients sclérodermiques vont souffrir de malabsorption, donc une mauvaise absorption des aliments. Les causes sont complexes, ce n'est pas juste une raison. Alors, souvent, il faut avoir des évaluations en gastroentérologie plus détaillées, mais effectivement, ce n'est pas infréquent dans la sclérodermie. Puis d'ailleurs, l'autre chose, moi, je le vois chez mes patients, tous mes patients sont minces, ont perdu beaucoup de poids, que ce soit du gras, que ce soit de la masse musculaire. Il y a clairement un problème de malabsorption ici qui est très important, là, qui contribue beaucoup à la morbidité de la maladie. Merci beaucoup. Je prendrai un petit moment pour voir si les gens au téléphone ont des questions, soit dirigées à Dr. Ottune ou à Mme Guillot. Je vous rappelle, les gens au téléphone, si vous voulez activer votre micro, vous devez utiliser la fonction étoile 6. Je vous donne 15 secondes s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Là, vous avez le micro est ouvert pour vous. Oui, bonjour, c'est Nathalie. Alors, j'aimerais avoir votre opinion concernant les changements alimentaires versus l'impact sur la maladie, l'inflammation. Changements alimentaires comme par exemple le régime hypotoxique de Dr. Lagacé, qui est sans gluten ni produits laitiers. OK. C'est une question que qu'on me pose assez souvent, puis pour laquelle je n'ai pas de bonne réponse, mais je vais vous donner mes impressions. Souvent, quand les patients me parlent d'alimentation, je vais commencer par les choses dont on n'a pas besoin, qui sont pro-inflammatoires, comme les sucres raffinés. Les sucres raffinés, on n'a pas besoin de ça dans notre alimentation, puis on sait que ça va augmenter de l'inflammation. Puis j'ai beaucoup de patients qui vont couper les sucres raffinés. C'est pas facile, on a toute un bec sucré ou quoi, mais qui vont vraiment se sentir mieux. Puis je pense qu'il y a un petit peu de science d'ailleurs, que quand on élimine des choses qui sont pas nécessaires à notre alimentation, ça peut avoir des bienfaits. Donc, quand on veut éliminer des choses comme ça, j'ai pas de problème. Là où, deuxièmement, quand j'ai des patients qui n'ont pas une maladie d'intolérance au gluten, là, la maladie comme telle, mais qui me disent, je trouve que quand j'élimine les gluten de mon alimentation, encore une fois, je me sens mieux. Encore là, je dis, il y a, dans la mesure où votre alimentation demeure bien balancée, on sait que les gluten
peuvent alimenter les mauvaises bactéries dans notre intestin. Puis on sait aussi que notre flore intestinale est très, très, très importante sur notre santé en général. C'est quand je dis, si vous voulez éliminer les sucres raffinés, ça me fait plaisir. Si vous voulez éliminer les gluten puis vous vous sentez mieux, je pense que vous êtes en train de soigner votre flore intestinale. Mais c'est à peu près là où je m'arrête au point de vue recommandations, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres recommandations. Je pense que la suite va venir en faisant des études plus détaillées, justement, puis ces études-là sont en cours. Quelle est une flore intestinale santé dans la sclérodermie? Quelle est une flore intestinale en mauvaise santé dans la sclérodermie? Puis comment est-ce qu'on fait pour rétablir une flore intestinale en bonne santé? Est-ce que ça prend des probiotiques? Est-ce que ça prend d'autres interventions? Ça, c'est la recherche qui va nous parler de ça dans les prochaines années. Parfait. J'ai Suzanne qui pose une question ici. Depuis combien de temps le test pour les muscles fait-il partie du test diagnostique? Est-ce qu'elle devrait demander là, ce test pour quand elle est avec des médecins en région, si je comprends bien la question? OK. Alors, je vais aussi je vais être encore plus subtile. Alors, je pense que ça devrait faire partie d'un bilan de base dans toute la sclérodermie. Mais j'ai aussi, parce que la sclérodermie, c'est une maladie qui aime ça me causer des soucis, j'ai quand même des patients qui peuvent avoir des myosites avec des CK normaux. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des CK normaux puis dire il n'y a pas de myopathie ici. Il faut que les médecins aillent chercher cette myopathie-là, donc d'une autre façon, avec des résonances magnétiques, comme j'ai montré. Il y a d'autres tests, des EMG, mais il faut surtout penser muscle parce qu'on n'y pense pas assez, puis des fois, on se laisse rassurer par des CK qui sont normaux. D'accord. J'ai Monique qui pose une question d'actualité, vraiment. Est-on plus vulnérable avec la sclérodermie face à la COVID? OK. Alors, c'est difficile à répondre à cette question-là. Les études, pour l'instant, semblent montrer que les patients atteints de maladies auto-immunes sont à un plus faible risque. Ah, mais c'est surprenant parce qu'on aurait pensé que nos patients qui sont immunosupprimés, leur risque devrait être plus élevé. Alors, comment réconcilier les données actuelles avec ce qu'on penserait qui devrait être le cas? Puis moi, je pense que on ne sait pas si vous êtes à plus haut risque, mais je pense que nos patients immunosupprimés puis avec des maladies auto-immunes ont tendance à se protéger beaucoup mieux, à suivre les directives sanitaires beaucoup plus strictement et donc s'exposent moins au COVID. Et c'est pour ça que le taux de COVID chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes, pour l'instant, semble être plus faible que dans la population en général. OK. J'ai Salem ici qui pose une question. Est-ce que la constipation peut être liée à la maladie? Absolument. Alors, encore là, c'est un problème de motilité. Quand l'intestin arrête, le muscle de l'intestin ralentit, les selles ne vont pas avancer. Puis, je peux voir des cas de constipation très, 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 très sévères dans la sclérodermie. Et on a certains traitements pharmacologiques maintenant qui peuvent aider de ce côté-là, effectivement. Parfait. J'ai Doris ici qui pose aussi une question concernant, elle a beaucoup la bouche sèche, mais elle prend la biotène, mais elle explique que ça ne suffit pas. Est-ce qu'il existe d'autres types de traitements pour la bouche sèche? Oui, alors bonjour Doris, parce qu'on se connaît. Je pense qu'une des choses qu'on voit assez fréquemment dans la sclérodermie, c'est un chevauchement avec la maladie de Sjögren. Puis je pense qu'il y a certaines autres personnes ici qui peuvent référer ça, qui se manifestent avec une sécheresse des yeux, une sécheresse de la bouche. Malheureusement, on n'a pas de traitement miracle pour ça. Souvent, on va prendre des traitements comme des gouttes, de la salive artificielle. Il y a quelques médicaments qui sont utilisés pour essayer d'augmenter la production de salive. Des fois, je m'en sers. Vous pouvez en parler à votre médecin, tout ça, mais c'est loin d'être miraculeux. Souvent, je m'en remets au truc plutôt topical, boire de l'eau, des choses comme ça. Il ne faut pas fumer, évidemment, pour les gens qui fument. Il faut essayer de minimiser ces facteurs de risque-là aussi. D'accord. J'ai eu quelqu'un qui demande, croyez-vous qu'il y a un lien entre sclérodermie et le cancer? Est-ce que c'est possible que des traitements de chimio peuvent déclencher une sclérodermie?
Ah, très bonne question. Mais moi, alors oui, effectivement, il y a des bonnes recherches. Puis d'ailleurs, Dr. Oa, qui va vous parler aussi, et s'intéresse au lien entre la sclérodermie et le cancer. Je ne pense pas que c'est les traitements de chimiothérapie qui vont nécessairement déclencher la sclérodermie. Moi, je pense que c'est plutôt le cancer qui peut déclencher la sclérodermie. Oui, il y a de la belle science qui nous donne des indices de ce côté-là. D'accord. Marie-Claude écrit qu'elle a beaucoup d'ulcères dans la bouche et des bobos dans le nez. Est-ce que ça pourrait être relié à la sclérodermie? Ah, ça, c'est très intéressant parce que habituellement, non. Mais ça, c'est des symptômes que je peux voir fréquemment dans le lupus. Et souvent, encore là, je peux voir des patients qui ont pas juste une sclérodermie pure, mais qui peuvent avoir un chevauchement avec le lupus. Donc ça, il y aurait clairement lieu de l'immunologie pourrait aider à comprendre s'il y a du chevauchement avec le lupus ici. Et d'une façon indirecte, il pourrait y avoir un lien. D'accord. Et j'ai Salem qui écrit encore et qui pose une autre question d'abord. La fonte musculaire est-elle liée à la maladie? Ça peut être une manifestation. Puis encore là, j'ai des patients avec des scléromyosites, avec des CK normaux, mais qui fondent en avant de moi. Puis pour moi, c'est criant qu'il y a probablement une atteinte musculaire. Il y a des tests à faire, puis il y a des traitements pour ça. D'accord. Monique écrit, peut-il être profitable de prendre des macrobiotiques quotidiennement? OK. Des macrobiotiques, je ne suis pas sûre que si des macrobiotiques, c'est la même chose que des probiotiques. Je vais m'en tenir aux probiotiques. C'est variable. Je pense qu'idéalement, il faut avoir une saine alimentation. C'est ça qui est la meilleure chose. Si on a une saine alimentation. Si on veut prendre des probiotiques, je pense qu'il faut les prendre de sources naturelles, dans le yogourt, dans le lait de kéfir, des choses comme ça. D'aller prendre des suppléments de probiotiques, on n'a pas d'évidence que ça peut aider. Et surtout chez les patients qui sont immunosupprimés, je dis qu'il ne faut pas le prendre parce que dans les suppléments, il y a des grosses doses de bactéries, puis il y a eu quelques cas de rapportés chez des patients immunosupprimés où les doses étaient tellement élevées qu'ils développaient des infections au cœur. Alors, chez mes patients immunosupprimés, je dis non aux probiotiques, mais oui à une très saine alimentation. D'accord. Je vois que Martine a la main levée pour poser une question avec son micro. Donc, Martine, si vous voulez bien désactiver votre micro, vous pouvez poser votre question maintenant. Oui, bonjour. Je voulais savoir si des démangeaisons aux mains seraient un symptôme de la sclérodermie. Ça me pique tellement, ça me réveille la nuit, puis malheureusement, pour me soulager, je me mets les mains en dessous de l'eau très, très chaude, puis là, ça l'arrête. Mais c'est le seul moyen, sauf que là, ça dessèche la peau, et ainsi de suite. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose qui est en lien avec la sclérodermie. Oui, je pense que oui. Alors, ce qui se passe, alors premièrement, il y a de la science, il y a des évidences qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de démangeaisons, non seulement au niveau des mains, mais au niveau du corps entier dans la sclérodermie. Puis souvent, l'exemple que je donne, c'est, disons, qu'on se fait mal, puis on a une grosse blessure ou une brûlure quelconque, qu'on cuisinait ou quoi. Quand la peau est en train de guérir, c'est très fréquent autour de cette plaie-là d'avoir des démangeaisons. Puis la sclérodermie, c'est un petit peu comme ça. La sclérodermie, c'est un processus de guérison qui n'arrête pas. On est en train de guérir notre peau. La peau devient de plus en plus épaisse parce que le processus de cicatrisation continue. Et je pense que de la même façon que quand on a une petite cicatrice à cause d'une petite brûlure, on a des démangeaisons reliées au processus de cicatrisation. Je pense que c'est ce qu'on peut voir dans la sclérodermie. Ça fait partie de l'évolution cutanée de la maladie. D'accord. Je veux juste m'assurer avec vous, Dr. Hudson, que vous avez encore un peu de temps là, pour répondre à quelques questions. On en a encore quelques-unes. Je vais juste mentionner, j'ai 2 patientes qui m'attendent. Ça fait que parlez-moi tant que vous voulez, mais vous faites attendre quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, je vais vous poser encore quelques petites questions, mais on va terminer ça rapidement. Là, on comprend que il y a un restant de journée encore pour tout le monde. Donc, j'ai Salma qui écrit c'est quoi la relation entre la maladie et les dents, les gencives? Oh my God. C'est des très bonnes questions. Alors, on a fait des études il y a quelques années pour regarder la santé orale de nos patients. Puis, c'est compliqué. C'est compliqué parce que souvent, il y a de la sécheresse buccale. Donc, puis on sait qu'on a besoin de notre salive pour avoir une santé
buccale, une bonne santé buccale. Deuxièmement, la bouche est rapetissée. C'est plus difficile de faire de l'hygiène dentaire. Et troisièmement, les mains sont affectées. Ça fait que c'est encore plus difficile de manipuler des brosses à dents, de manipuler de la soie dentaire. Donc, effectivement, pour plusieurs raisons, puis en plus, il peut y avoir aussi des atteintes au niveau de la peau qui peut poser de la pression sur la mâchoire, qui peut faire rapetisser de la mâchoire. Donc, pour toutes ces raisons-là, on sait que la santé orale chez nos patients est très affectée et il n'y a pas de solution pharmacologique pour ça. Il faut faire un suivi avec le dentiste régulièrement pour essayer de minimiser les problèmes qui sont causés par la sclérodermie. D'accord. On aurait peut-être le temps là, pour une dernière question, mais j'invite les gens à écrire leurs questions. Je vois qu'il n'y a plus de mains levées, donc on serait probablement dans les derniers moments de la conférence, si je comprends bien. Donc oui, c'est ça, il n'y a plus de questions. Je vois que les gens commencent à quitter lentement, mais sûrement. Donc, un gros merci à nos deux conférencières, à Dr. Marie Hudson et à Mme Geneviève Guillot, tant pour leur conférence que pour leur témoignage. Je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu le 20 octobre prochain, qui portera essentiellement sur les traitements. Donc, on a hâte de vous y voir là, à la fin octobre. Et puis, c'est ce qui met fin à la conférence d'aujourd'hui. Un grand merci pour votre participation, tout le monde. On a eu beaucoup de questions, on a eu beaucoup de mains levées. Donc, un grand merci. Et puis, je vous invite maintenant à mettre fin à la conférence là, en quittant avec le bouton de quitter à la conférence. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup.